19h, temps universel. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale sur Chérifla Télévision. Voici les titres de votre journal. À l'entame de la 3e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire donne tout le sens à ce mois de partage et d'entraide à travers une importante cérémonie de remise de dons aux femmes. Un événement présidé conjointement par les ministres de la solidarité et celui de la sécurité et de la protection civile. Un jeune Malien de 25 ans fait actuellement la fierté du pays dans le domaine des TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après une brillante formation en Algérie, M. Zégué Di Moussa Diarra est à l'origine de la conception d'un drone de type malien, de type africain. Il nous dira dans cette édition ses réelles motivations et surtout l'effet déclencheur dans cette haute technologie bien souvent monopolisée par l'Occident. Nous sommes le samedi 20 octobre 2018. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'information sur Chérifla Télévision. Comme je viens de vous le dire, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire a bien voulu se manifester à travers une importante remise de dons de médicaments aux forces armées maliennes, les FAMA. La cérémonie qui s'est déroulée à la base aérienne A, justement, sur la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire en présence des ministres de la solidarité et de l'action humanitaire, justement, vu l'importance et vu la portée hautement significative du geste. Ces deux ministres ont bien voulu faire le déplacement. Il s'agit justement du ministre Amadoun Konaté et du ministre Salif Traoré. Nous suivons tout cela avec Abdoul Karim Sako et Traman Malia. S'inscrivant dans la ligne droite du mois de la solidarité, cette cérémonie de remise de dons marque la clôture de 2 semaines de dons de sang organisée par l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire ayant permis la collecte de 479 poches de sang. D'une valeur de 13 millions de francs CFA, la présente donation, deuxième du genre de l'AEPM, est composée de médicaments destinés notamment aux forces armées du Mali à travers la direction des services de santé des armées, la protection civile, la police nationale et les Prytanée militaires. L'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire a voulu, par ses gestes humanitaires et patriotiques, se joindre aux plus hautes autorités de notre pays pour donner au mois de la solidarité tout son sens philanthropique. Cette journée s'inscrit dans la dynamique nationale du mois de la solidarité. Une volonté nationale à laquelle l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire a voulu se joindre pour la 2e année consécutive. Par cette activité de don de sang et de médicaments aux forces armées et de sécurité. Monsieur le ministre de la Solidarité, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire est une organisation qui compte plus de 1500 membres civils et militaires évoluant dans diverses catégories socio-professionnelles. Elle a pour objectif d'établir entre tous les anciens élèves du Prytanée des relations amicales, faciliter la constitution d'un réseau d'entraide mutuelle entre d'anciens élèves du Prytanée militaire et contribuer à l'amélioration de la formation donnée aux Prytanée, contribuer au développement des activités sociales. L'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire ne pouvait se départir du mois de solidarité, car son fondement est basé sur ce mot. Au nom des parrains précédents des mois de la solidarité, au nom des parrains de chaque semaine du mois de la solidarité, nous sommes venus honorer, nous sommes venus remercier ceux qui sont les donateurs. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous prions que Dieu leur donne beaucoup de joie, beaucoup de récompenses dans l'avenir pour leurs dons. Nous sommes venus honorer et remercier nos autorités compétentes à tous les niveaux qui ont créé ce mois de la solidarité pour devenir un lien, une transition entre les civils, entre les militaires, entre les religieux, entre les profanes, faire de ce qu'est notre constitution, un peuple, un but, une foi.
Après avoir procédé à la remise de l'eau de Fama, le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire a saisi l'occasion pour saluer et féliciter l'AEPM pour son élan de solidarité pour la deuxième fois consécutive. Vous êtes l'exemple de ce que l'on veut quand on parle de solidarité. Le Mali a eu la sagesse de créer un mois de la solidarité qui est aujourd'hui à sa 24e édition. Ce qui est recherché, c'est bien entendu d'aider ceux qui ne peuvent pas. Mais c'est dans le sens de faire que ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui s'ajoutent à ceux qui peuvent pour aider ceux qui ne peuvent pas demain. Le Prytanée a su de manière ferme, mais de manière efficace le faire. Puisse le Prytanée être l'exemple de l'école de notre pays et que, comme les enfants du Prytanée dans le futur se reconnaissent pour avoir été du Prytanée, que les enfants du Mali se reconnaissent pour être sortis de l'école de la vie du Mali, qui est une école qui a l'ambition de former toujours les meilleurs et qui a l'ambition de créer pour les meilleurs le chemin de chantiers qui feront que le Mali soit toujours un grand pays. Rappelons que l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire, qui compte 1500 membres civils et militaires, a organisé cette donation avec l'appui de plusieurs partenaires, dont la pharmacie populaire du Mali, le Centre national de transfusion sanguine. Et nous restons dans le même registre. L'ONG Al-Farouk n'entend pas déroger non plus à sa bonne tradition pendant ce mois. Elle a remis un chèque géant de près de 250 millions de nos francs, un don qui concerne les femmes et les orphelins en situation difficile. Un geste qui s'inscrit en droite ligne dans les multiples actions de bienfaisance du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Un événement qui a enregistré la participation des autorités politiques, administratives et coutumières de notre pays. C'était au siège de la dite ONG à Amdalaï à CI 2000. Et le compte-rendu est tout de suite signé Kola Hamadoun Diallo et Fousseni Keita. L'ONG Al-Farouk Mali, en collaboration avec ses partenaires internationaux, vient de procéder à un don d'un chèque géant d'une valeur de 249 695 392 francs CFA à 1249 orphelins. Cette initiative entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. Dans le cadre du mois de la solidarité, chaque année on a ces gestes-là. Parce que les orphelins qu'on les aide, il y a les écoliers, il y a des femmes veuves qui n'ont pas de choses. Surtout parce que là, le mois de solidarité, c'est ça que le pays ou le gouvernement qui veut. Donc nous, on fait ça chaque année pour les aider. Les messages qu'on a à l'adresse qui ont bénéficié pour que nos cas être croisés. Parce que les sommes qu'on laisse, c'est un peu 300 000, 500 000, 700 000. Mais s'ils ont géré bien, ça va être bien quand même, Inch'Allah. Les bénéficiaires ont salué cette action hautement solidaire du donateur avant de formuler des bénédictions pour notre pays. Les représentants des différents départements en charge de la question ont tour à tour remercié l'ONG Al-Farouk Mali pour ses nombreuses initiatives à l'endroit des personnes en situation difficile. Au nom de Madame le ministre, on tient au niveau du département à remercier l'ONG Al-Farouk par rapport à son appui constant en faveur des couches les plus vulnérables qui sont les femmes et les enfants. L'appui de l'ONG Al-Farouk contribue vraiment à atteindre les objectifs du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le ministère est là pour accompagner les femmes, pour accompagner la famille, pour accompagner les enfants. Ces mots directement viennent du cœur de Madame le ministre. Encore une fois de plus, merci à l'ONG Al-Farouk pour les efforts fournis. La cérémonie a pris fin par une séance de bénédiction. Voilà donc une belle action qui fera tache d'huile. Du 15 au 19 octobre s'est tenu au centre de formation pratique et forestière de Tabakoro l'atelier de recyclage des agents du développement, de la protection civile, de la société civile et du secteur privé sur la prévention et la gestion des risques et catastrophes.
C'est une session de formation qui a été initiée par GDFOR 2, entendez donc là le programme de gestion décentralisée des forêts, et c'est un élément signé Samaïra Sanogo et Sédou Niareya. Le Mali est un pays sahélien confronté d'une part à des contraintes majeures qui ont pour nom la désertification, les changements climatiques, d'autre part à une importante pression humaine dont il faut satisfaire les besoins sans cesse croissants. Pour faire face à cette situation, il est opportun de mieux renforcer les compétences du personnel forestier et leurs collaborateurs d'autres secteurs afin que ceux-ci répondent mieux aux besoins du service et des défis nouveaux à travers des recyclages. Donc, le président atelier a pour objectif principal de recycler les compétences et les capacités des agents du développement rural sur la thématique prévention et gestion des catastrophes, qui a été initié par le programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR 2. Donc, les principales attentes du service GDFOR sont les suivantes dans le cadre de ce recyclage. D'abord, ils ont constaté que les premiers forestiers qui ont été fonctionnels au niveau de l'État sont partis presque à la retraite. Et les jeunes arrivants n'ont pas aussi assez d'expérience dans le cadre de la prévention de la gestion des catastrophes. C'est pourquoi ils ont initié ce présent atelier de recyclage pour renforcer leurs compétences sur la prévention de la gestion des catastrophes. Cet atelier avait sa raison d'être puisqu'il a beaucoup contribué au renforcement de nos compétences sur la prévention et la gestion des risques au dire des participants. Nous avons retenu beaucoup de choses au cours de cet atelier, entre autres les concepts utilisés dans le cadre de la prévention et la gestion des risques de catastrophes. Cela a fait l'objet vraiment du premier module. Il y a eu d'autres modules, entre autres la gestion des risques et des catastrophes, les causes et les conséquences, les concepts utilisés également, la définition des concepts utilisés. Vraiment, la session a été très bénéfique pour moi. C'est la première fois de participer à vraiment une session de ce genre. Vraiment, j'étais vraiment satisfait. Le thème vraiment est la bienvenue en ce qui concerne les risques et catastrophes à venir. Vraiment, je suis bien outillé, bien armé pour faire face. Retenons que cette 29e session de recyclage des agents du développement rural a réuni 35 participants venus des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Voilà donc une formation qui a tout son sens. Je vous le disais dans les titres. Il s'appelle Zegedi Moussa Diarra. Il est ingénieur en électronique et technologie des systèmes embarqués. C'est en Algérie qu'il a fait ses études universitaires uniquement dans le but de se spécialiser dans le domaine des drones. Il est le premier malien à avoir conçu un drone à l'instar des autres ingénieurs africains. Âgé seulement de 25 ans, il est originaire de la région de Kaï dans le cercle de Yelimani. Comment concevoir un drone? Quelle est son importance et quelle peut être sa capacité de nuisance? Voilà autant de questions qui trouveront des éléments de réponse dans un entretien qu'il a bien voulu nous accorder, et il est au micro de Sadio Sidibé et de Ibrahim Koulibaly Ibé. Un drone, c'est tout simplement un aéronef sans pilote à bord qui peut être piloté soit à distance à l'aide d'une radiocommande à distance, ou bien qui peut être télépiloté grâce à des coordonnées qui lui sont incrustées là-dedans à travers le module GPS qu'il y a à l'intérieur. Vous savez qu'un drone est en mesure aujourd'hui de pouvoir prendre des images, les capter, analyser la qualité du sol pour pouvoir dire, bon, dans telle partie de ce sol-là, on peut trouver tel pourcentage d'eau. Ou bien au niveau de l'agriculture, un drone peut nous dire dans un champ, par exemple, à travers des images, voilà la quantité d'engrais qui a été versée ici est de trop ou est inférieure, ou voilà ce qu'on doit faire, ainsi de suite. Un drone également, je vous l'ai dit, aujourd'hui en Russie, nous avons des drones qui sont utilisés par la poste pour l'envoi des colis. Au lieu de mettre, c'est-à-dire les enveloppes, les colis, c'est-à-dire que derrière une moto vient dans une voiture pour aller distribuer cela. Donc c'est un drone maintenant qui se cherche maintenant de venir distribuer, comment dire, ce truc-là. L'utilisation des avions, l'utilisation des hélicoptères, tout cela va nécessiter, comment dirais-je, l'usage ou la consommation de kérosène qui coûte extrêmement cher également. Avec un drone, donc juste avec, comment dirais-je, des batteries bien chargées, donc on peut vaquer cela pour faire, comment dirais-je, une certaine économie par rapport à la consommation, comment dirais-je, de ce qu'on appelle le kérosène. Pour ce qui concerne maintenant les applications militaires,
Et on sait que nous avons aujourd'hui des drones qui sont aptes à mener des missions de reconnaissance et des missions d'espionnage. D'ailleurs, ce drone que j'ai conçu en Algérie, que j'ai baptisé drone Maliba, peut faire, c'est-à-dire ces mêmes applications-là. Autrement dit, capter des images en temps réel et les transmettre en temps réel à une distance extrêmement élevée. C'est-à-dire que, étant à Bamako ici, on peut envoyer un drone jusqu'aux environs de Gao ou Kidal qui capte des images en temps réel et qui nous les envoie également. Et nous sommes là dans une pièce là avec un écran, on reçoit les images en temps réel. Les drones également sur le plan militaire sont en mesure également de pouvoir lancer des missiles ou de pouvoir bien sûr relayer ce qu'on appelle des bombes aussi. Et vous avez vu la dernière fois au Venezuela, le président vénézuélien a failli être tué à cause d'un drone qui était également équipé, comment dirais-je, de charges explosives. Alors, le kilométrage que peut effectuer un drone dépend également de l'autonomie de la batterie. Le drone, c'est-à-dire que le plus autonome en termes de durée, c'est un drone américain. Ce drone a, comment dirais-je, une autonomie de 22 heures. Il peut faire 22 heures, c'est-à-dire qu'il s'en descend. Ça, c'est le premier point. Donc, à chaque fois qu'on conçoit un drone, en fonction des moyens dont on dispose, on achète, comment dirais-je, des batteries. Il y a des batteries qui font 1h30 minutes, il y a des batteries qui font 3 heures de temps, il y a des batteries qui font 5 heures de temps, des batteries qui font 10 heures de temps, 15 heures de temps, mais le maximum quand même actuellement est de 22 heures. Alors pour concevoir un drone, il y a un paramètre qui est extrêmement important. Ce paramètre, c'est le paramètre poids. Pourquoi le paramètre poids? Parce que pour que le drone puisse s'élever, atteindre une certaine distance maximale en haut, il faudrait que l'ensemble des équipements qu'on embarque sur le drone, plus le poids même du drone, ça ne doit pas dépasser les 1 kg. Donc il faut chercher des moteurs qu'on appelle des moteurs brushless, il faut chercher également, comment dirais-je, des hélices, il faut chercher une carte de contrôle. C'est cette carte de contrôle là maintenant qui va chaque fois, comment dirais-je, traduire en réalité les instructions qui sont données à travers un programme logiciel qui est fait dans un logiciel spécifié qui est ensuite téléversé dans ça. Et le drone peut aussi causer des accidents parce qu'un drone qui est en train de voler en haut peut souvent rentrer, comment dirais-je, dans la trajectoire d'un avion. Et là, souvent, comment dirais-je, ça peut poser des problèmes. Comment dirais-je, ne voyez pas le drone tout petit comme ça, hein, mais ça peut, comment dirais-je, causer le crash d'un grand avion. Je suis en train de pousser d'autres recherches avancées, toujours en matière de drones ici, à Bamako, parce que le drone que j'ai conçu en Algérie est alimenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, par 2 batteries. Mais je me suis rendu compte que nous avons un potentiel extrêmement important en matière d'énergie solaire. Alors, si on arrivait à avoir un petit panneau solaire, c'est-à-dire à mettre au-dessus du drone pour que ce panneau solaire-là alimente le drone pendant que le drone est en train de travailler. Donc on peut avoir une autonomie qui peut aller même au-delà de 22 heures et pourquoi pas 24 heures. Voilà donc toute une fierté pour le Mali. Nous souhaitons bon vent à M. Zégué Di Moussa Diarra. La visite du ministre Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, le financement du procès du massacre du 28 septembre en Guinée-Conakry, le remaniement ministériel au sein du gouvernement rwandais avec le départ de quelques poids lourds pourtant proches de Paul Kagame, les législatives en Afghanistan sur fond de vives tensions. Enfin, le Royaume d'Arabie Saoudite qui reconnaît finalement la mort du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. C'est entre autres les sujets commentés dans la page Inter d'aujourd'hui et c'est signé Hamadoun Kola Diallo. La France restera aux côtés du Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. C'est en substance l'assurance donnée à Ouagadougou vendredi par le ministre français des Affaires étrangères lors d'un échange avec son homologue burkinabé, affirmant que la France est disponible pour aider à la sécurisation de ce pays qui nous est très cher, qui est un partenaire à la fois amical et audacieux. Jean-Yves Le Drian et Alpha Bari ont dans la foulée inauguré toujours dans la capitale du Burkina Faso un centre pour jeunes dénommé La Ruche, matérialisant ainsi une promesse faite par Emmanuel Macron aux étudiants du pays. C'est la suite du discours du président Macron à l'université Kizerbo. La France croit aux capacités de la jeunesse burkinabé et le démontre en continuant à mettre en œuvre ce lieu qui est un lieu de création, d'innovation et de création du Burkina de demain, a déclaré le chef de la diplomatie française. La visite du chef de la diplomatie française avait aussi pour but de préparer celle qu'effectuera le chef de l'État burkinabé en France le 17 décembre. Question d'aborder avec Emmanuel Macron des aspects liés à la sécurité, tant le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 aux attaques terroristes.
Il n'y a toujours pas de date pour la tenue du procès sur les événements du 28 septembre 2009 à Conakry. Ce jour-là, au moins 157 personnes qui s'opposaient à la candidature de Moussa Dadis Camara à la présidentielle étaient massacrées dans le stade de la ville et de nombreuses violences commises. Lors d'un point de presse ce vendredi, le ministre guinéen de la Justice, Maître Cheikh Sako, a dévoilé le coût total du procès qui sera financé à hauteur de 77% par l'État guinéen. Même si la date du début du procès n'est pas encore connue, un grand pas a été franchi hier vendredi 19 octobre avec l'annonce du lieu de la tenue de ce procès tant attendu et le montant global du budget. Côté budget, c'est encore fait et le montant en francs guinéens, c'est le budget prévisionnel élaboré et chiffré 78 milliards 87 millions 711 600 francs guinéens. Plusieurs centaines de réfugiés centrafricains ont quitté vendredi 19 octobre l'extrême nord du Congo où ils sont arrivés entre 2015 et 2016 pour rentrer volontairement dans leur pays car ils estiment désormais que la sécurité et la paix y sont revenus. Leur retour a été facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR. Nombreux cependant sont ceux qui restent dubitatifs à l'idée de retourner en République centrafricaine. Hier vendredi, environ 320 réfugiés centrafricains ont rejoint l'autre côté de la frontière. Ils sont embarqués dans un convoi de 6 véhicules recouverts des bâches du HCR. Chacun rentre volontairement pour des raisons qui lui sont propres. Sur les 3000 qui ont sollicité un retour volontaire, 2288 ont été rapatriés à ce jour. La plupart restent hésitants, estimant que la paix et la sécurité en République centrafricaine ne sont qu'un slogan. Au Rwanda, le président Paul Kagame a remanié son gouvernement. Il concerne notamment 2 portefeuilles stratégiques, les affaires étrangères et la défense. Pour le premier, Louise Mushikiwabo, élu à la tête de la francophonie, laisse sa place. Quant au ministre James Kabarebe, il devient conseiller spécial du président. C'est tout d'abord un gouvernement plus restreint, plus féminin qu'a désormais le Rwanda. Le nombre de ministères passe de 31 à 26, dont la moitié est occupée par des femmes. Après l'Éthiopie, il y a quelques jours, le Rwanda devient donc le second pays africain à respecter l'équilibre paritaire. Le gros changement de ce gouvernement, c'est le départ de 2 poids lourds. Après 10 ans à la tête de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo s'en va pour devenir la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Elle est remplacée par Richard Sezibera, ancien secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est. Jour de vote en Afghanistan, près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans un contexte sécuritaire très difficile. Les talibans ont promis de tout faire pour déstabiliser le scrutin. Tous les bureaux de vote seront attaqués, ont-ils écrit dans un tweet. Ils ont parvenu depuis plusieurs semaines qu'ils feraient tout pour déstabiliser le processus électoral qu'ils considèrent comme illégitime. Et depuis l'ouverture de celui-ci, les incidents se multiplient notamment à Kaboul où plusieurs explosions ont eu lieu près de certains lieux de vote. Il y a très peu d'informations qui circulent sur les victimes. Les autorités restent miettes sur le sujet. C'est un médecin de l'hôpital de l'ONG Emergency à Kaboul qui a donné un premier bilan en écrivant sur Twitter que l'établissement avait reçu une trentaine de blessés ainsi qu'un bébé mort à son arrivée. Comme anticipé, l'Arabie Saoudite vient d'admettre un certain niveau de responsabilité dans la mort de Jamal Khashoggi 18 jours après sa disparition dans son consulat à Istanbul. Le royaume islamique a reconnu samedi que le journaliste avait bien été tué, mais il évoque une rixe avec ses interlocuteurs, ce qui a conduit à sa mort, a déclaré l'agence officielle saoudienne au petit matin ce samedi. Le procureur général saoudien Sheikh Al-Moujeb a publié un communiqué sur le déroulement des faits. Les discussions qui ont eu lieu entre lui et les personnes qui l'ont reçu au consulat saoudien à Istanbul ont débouché sur une bagarre et une rixe à coups de poing avec le citoyen Jamal Khashoggi, ce qui a conduit à sa
sa mort, que son âme repose en paix, a déclaré le procureur. Le directeur d'un centre de réflexion pro-saoudien, considéré comme proche de la direction du royaume, a donné une autre version de la cause du décès. Khashoggi est mort d'un étranglement au cours d'une altercation physique, pas d'une rixe à coups de poing, a déclaré cet expert, disant s'appuyer sur une source saoudienne haut placée. Simultanément, le royaume a annoncé la destitution d'un haut responsable du renseignement saoudien, Ahmad al-Assiri, et celle d'un important conseiller à la cour royale, Saoud al-Khatani. Ces hommes sont deux proches collaborateurs du prince héritier Mohammed Ben Salman, surnommé MBS, sur lequel la pression était montée ces derniers jours à propos de l'affaire Khashoggi. Voilà donc, c'est cette page inter qui referme votre session d'information d'aujourd'hui, tout en vous remerciant de l'avoir suivi. Excellente suite de programme, tout en vous souhaitant également un bon week-end à toutes et à tous, et à très vite pour d'autres news sur Chérif la télévision.